Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre chaîne Cocus Afro Eco TV accueille aujourd'hui Madame Pascale Andry Beaubrun. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue à notre émission Citoyenneté Afro Eco. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir. Ça va très bien. L'objectif de notre émission est de promouvoir la citoyenneté active. Pour cela, nous mettons en lien les minorités afrodescendantes et les leaders politiques, les leaders d'opinion, en vue de lutter contre l'abstentionnisme et réduire les clichés entre différentes communautés, promouvoir les valeurs et la dignité humaine. Voilà en substance l'enjeu de notre émission. Très beau programme. Voilà, merci. Et pour commencer, on ne peut pas rater à la discipline réglementaire. Pourriez-vous nous parler de vous en peu de mots? En peu de mots. Alors, je m'appelle Pascale Andry Beaubrun. Je suis née à Genève de parents haïtiens. Donc j'ai grandi ici, j'ai fait la plupart de mes études ici. Et donc voilà. Je suis conseillère municipale au Grand Saconnet. Je suis aussi podcasteuse à mes heures perdues. Je suis maman de 2 garçons et aussi mariée avec un Haïtien qui est musicien. Et voilà. Bien. Conseillère municipale, maman de 2 garçons. Eh bien, je pense déjà rien que ce portrait nous prouve un peu l'ensemble d'expériences que nous pouvons partager aujourd'hui avec vous. Mais pour devenir conseillère municipale, bien sûr, il y a eu un déclic, il y a eu un début, il y a eu un engagement. Pourriez-vous nous parler de cet engagement qui a conduit à ce qu'un jour vous vous décidez, je suis dans une liste comme conseillère municipale? C'était pas vraiment un engagement qui m'est venu seul, on va dire. J'ai eu la chance, en habitant au Grand Saconnet, de connaître le maire Laurent Gimaja, qui n'était à l'époque pas encore maire. Donc monsieur Laurent Gimaja qui était conseiller municipal, et à l'époque chez les Verts il cherchait du monde pour s'inscrire pour les futures élections, et il m'a donc approché en me disant que ce serait vraiment quelque chose de positif pour moi, pour la commune. Donc voilà, et ça a fait un petit peu son chemin dans ma tête. J'étais pas vraiment sûre parce que justement maman, je travaillais, donc on se pose 1000 questions à savoir est-ce qu'on aura le temps. Bien entendu, on m'a dit mais bien sûr, t'inquiète pas, il n'y a pas beaucoup de séances, ça prend pas tant de temps que ça, et puis voilà. Bref, je me suis retrouvée à une réunion des Verts et on m'a dit bon alors tu vas demain t'inscrire. Puis donc je suis allée le lendemain pour m'inscrire. Donc j'ai fait campagne, mais j'avoue que je l'ai faite un petit peu à reculons au départ parce que j'avais peur de cet engagement, et je n'ai pas été élue. Et donc voilà, donc j'ai été Vienne ensuite. Et ensuite, 5 ans plus tard, j'y suis allée cette fois avec plus de motivation, les enfants étant plus grands. Tu as repris. Voilà, j'ai repris. J'étais de toute façon déjà chez les Verts. Et puis justement, ce temps m'a permis de comprendre un petit peu, de m'intéresser un petit peu plus, de temps en temps d'aller aux séances du conseil municipal, ce que je ne faisais pas forcément avant. Et donc voilà, j'ai été Vienne ensuite, donc j'ai fait 1 année parce qu'un des conseillers est parti en tant que député. Donc j'ai fait 1 année au conseil municipal qui m'a permis aussi de prendre mes marques. Et puis ensuite aux élections qu'il y a eu lieu il y a 1 an et demi, 2 ans, eh bien j'ai été élue cette fois, et voilà, depuis je suis là au conseil municipal du Grand Saconnet. Et tu ne le regrettes pas, j'espère? Non, je ne le regrette pas. C'est très bien. Alors, vous voyez, il y a deux éléments que vous avez évoqués. Le temps, qui effectivement freine souvent les gens,
je vais être très occupé. J'ai pas l'habitude, j'ai pas la pratique. Le temps et la pratique. Le temps, est-ce que c'est une réalité ou un alibi? La pratique, nous savons tous que l'appétit vient en mangeant. Oui, alors pour la pratique, je dirais effectivement que l'appétit vient en mangeant et puis que de toute façon pour moi c'est comme ça qu'on apprend. C'est en étant dans le bain, c'est en y allant parce que moi je crois vraiment qu'on peut apprendre beaucoup de choses sans forcément avoir fait des études très poussées parce que je crois qu'on a notre intelligence aussi à soi qui peut permettre qu'on puisse comprendre certaines choses même sans faire certaines études. Et en l'occurrence, il n'y a pas d'études pour être conseiller municipal ou conseillère municipale. Donc, par contre, le temps, c'est différent. Parce qu'effectivement, je pense qu'en tant que maman, en tant que femme surtout, on va avoir cette culpabilité de ce temps qu'on ne passe pas avec ses enfants parce qu'on va au conseil municipal, parce qu'il y a aussi des autres séances, il y a des commissions. Donc voilà, c'est surtout par rapport à ça. Et puis ça demande quand même aussi de quelques lectures, de s'intéresser quand même un minimum à ce qui se passe dans la commune. Donc je dirais que le temps, c'est pas vraiment un alibi, mais on peut naviguer avec et puis faire en sorte de trouver le temps. Donc, premier mandat non élu, deuxième mandat, vous êtes dedans et vous êtes en plein exercice. Comment percevez-vous aujourd'hui un mandat politique avec la pratique? Quel est le sens que vous donnez à ce mandat politique aujourd'hui? Le sens que j'y donne, déjà la compréhension de là où je vis en fait, la compréhension de la politique, qu'effectivement quand on est un citoyen qui ne s'y intéresse pas forcément, tout à coup là on est dans le bain, on comprend certaines choses que peut-être dont on ne se doutait pas avant. Donc voilà, déjà cet aspect-là de la compréhension. Il y a l'idée de comprendre aussi les adversaires politiques. C'est important parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on comprend mieux, qu'on voit leur positionnement, parce que c'est complètement différent de quand on voit quelque chose à la télévision, que quand on est au conseil municipal, mais aussi on discute avec ces personnes. En aparté, on va dire, donc c'est différent. Donc voilà, c'est vraiment, moi je pense le mot, c'est une meilleure compréhension de la politique. Donc voilà. Dans un pays où le consensus est la règle, c'est vrai que être face à un adversaire politique, ce n'est pas un ennemi. Donc apprendre à construire ensemble ce consensus nous amène à mieux comprendre et à mieux défendre les intérêts de notre commune. En substance, c'est le message que je retiens à travers cette explication que vous me donnez, n'est-ce pas? Bien. Et aujourd'hui, sur le plan pédagogique, lorsque vous êtes face aux jeunes, par rapport à ça, quelle est votre interpellation? Mon interpellation, je dirais plutôt, en fait, quand je rencontre des jeunes, moi, je vais plutôt leur parler, en tout cas quand ils ont vers 16 ans, 17 ans, comme ça, et aussi après, un petit peu jusqu'à 20 ans, c'est plutôt de leur parler d'aller voter. Parce que c'est vraiment quelque chose, je crois, quand on est jeune, c'est pas très important, on reçoit tous ces documents, on a l'impression qu'il faut tout le temps aller voter. Effectivement, mais c'est le pays aussi qui veut ça et c'est une particularité que nous avons mais qui est très importante. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte de l'importance de notre voix. Et ce que j'essaie de leur dire, c'est justement, vous avez cette possibilité-là et en particulier maintenant toute cette nouvelle génération d'afrodescendants ou
de personnes d'origine d'étrangères par leurs parents, mais qui sont maintenant suisses et qui sont jeunes et qui peuvent le faire, sachant qu'il fut un temps où nos parents n'avaient pas cette possibilité de donner de leur voix. Donc je crois que c'est très important de leur dire, ben voilà, quand il y a des votations, allez donner votre voix et puis surtout allez-y et c'est comme ça aussi qu'après vous pourrez vous impliquer si vous le voulez dans votre commune. Je me permets de dire, je reviendrai encore sur cette question volontairement avant d'éclore le débat parce que je pense qu'on a un devoir à ces sujets. J'ai parcouru un peu, j'ai fait un peu de recherche sur votre engagement. Je sais que vous êtes attaché à un principe, l'égalité. Au XXIe siècle, femmes, minorité visible, comment percevez-vous les combats de l'égalité? Et c'est une utopie. Est-ce un chimère? Une réalité? Et quelle est son évolution depuis ta place, depuis votre place et votre perception? Alors je pense que c'est une réalité, mais que le chemin est long et difficile. Typiquement, si on prend ne serait-ce que les femmes en général, on a vu qu'on a fait cette grève des femmes il y a à peu près 2 ans, qui était vraiment, toutes les femmes, on a l'impression que toutes les femmes étaient dans la rue, mais on apprend cette année que finalement le salaire est encore écarté entre celui d'un homme et d'une femme pour le même métier. Donc on a l'impression qu'on avance et puis après qu'on recule. Alors pour certaines choses, je dirais qu'on avance, parce que typiquement, ne serait-ce qu'en politique, je vois de plus en plus de femmes, chose qu'il n'y avait pas avant. Par contre, effectivement, jusqu'à présent, on ne nous laisse pas toujours le temps de nous exprimer. Et ça, c'est encore très compliqué de pouvoir parler en tant que femme et de pouvoir s'exprimer totalement jusqu'au bout. Donc voilà, mais je pense que ça évolue. Je crois que, j'espère que mes enfants, en tout cas, vivront dans un autre monde où les femmes auront plus d'égalité. En tout cas, moi, j'élève mes fils dans ce sens-là. Et c'est pas juste dire les filles ont les mêmes capacités que les garçons. C'est tout plein de choses. C'est-à-dire, effectivement, quand une jeune fille est en train de parler, tu ne lui coupes pas la parole. Tout simplement, tu attends qu'elle ait terminé, tout comme toi, en fait, tu n'aimerais pas qu'on te coupe la parole. C'est de dire effectivement qu'elle peut faire tous les métiers qu'elle veut. Voilà, c'est de parler avec eux de tout cela. Alors, moi, je suis bien d'accord que c'est un combat noble et qu'il faut à tout prix poursuivre. Mais à Genève, aujourd'hui, quand vous allez dans des instances de direction, eh ben, je pense qu'il y a plein de femmes. Allez au Conseil d'État, allez dans les grandes entreprises, ou bien grandes boîtes de l'État comme HUG, hôpital universitaire, à l'université. Oui, les femmes ont fait une percée. Oui, tout à fait. Mais lorsqu'on parle de l'égalité, il n'y a pas que l'égalité hommes et femmes. Ah bien sûr que non. Il n'y a pas que l'égalité hommes et femmes, mais après moi je suis justement, comme vous disiez, une minorité visible. Ouais. Donc après il y a aussi l'égalité entre les personnes, justement les minorités visibles, les personnes handicapées par exemple aussi. Enfin voilà, il y a tellement de cas, mais en fait l'égalité elle doit être pour tous. C'est tout simplement ça en fait. C'est basique, bien basique sûr. Comme principe de droits humains. Bien sûr. Et étiqueter cela à une catégorie, est-ce que ce n'est pas créer encore d'autres types de discrimination? Dans un sens, certainement. C'est pour ça qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait commencer à dire, justement, c'est l'égalité entre tous, tout simplement. Et ne pas la cataloguer. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'égalité,
on parle, vous avez bien évoqué le cas de discrimination salariale. Donc on parle de discrimination. Il y a un combat, quand même une évolution, parce que il y a plusieurs structures. Quand vous allez à la convention collective, et la convention collective ne fait pas la distinction entre un homme et une femme. Cependant, et là où on remarque que dans le respect de ces principes d'égalité, il y en a plusieurs personnes qui subissent avec des outils parfois très compliqués, très opaques de modes de discrimination. Y a-t-il des astuces, des armes pour sortir de ces pièges de slogans tentant à poser la question sous forme simplement de réclamation? Égalité, alors que nous savons que l'application des discriminations obéit à certains codes, à certaines pratiques très opaques. De votre point de vue? Alors, si j'ai bien compris votre question, moi je dirais que je crois qu'aujourd'hui, on doit dénoncer, en fait, tout simplement. Dès qu'on sent, on perçoit quelque chose qui n'est pas juste, qui est discriminatoire, il faut le dénoncer. Je crois que moi, je fais partie de cette génération où nos parents sont arrivés ici et ne faisaient pas de bruit. On ne va pas dire, effectivement, je pense qu'ils ont subi pas mal de discrimination, du racisme, mais souvent, c'était l'idée de on n'est pas chez nous, alors on ne va pas trop faire de bruit. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut justement dénoncer chaque fois qu'il y a quelque chose, en fait, qui nous chiffonne, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on perçoit comme étant une discrimination, il ne faut pas avoir peur, en fait. Je crois que c'est une des clés à ne pas se taire, tout simplement. Parce que souvent, quand on parle, on se rend compte qu'il y en a d'autres. Et en fait, en voyant les autres, on peut former une équipe et puis ensuite aller trouver, aller demander justice, par exemple. On peut se rassembler et puis être plus forts ensemble, tout simplement. Merci, parce que là, vous mettez le point sur un aspect que moi j'appelle le silence complice. On se plaint dans son petit coin, on se ronge, mais on n'est pas capable de poser les problèmes sur la table et d'aller de l'avant. Et je pense que c'est l'un des pièges face auxquels les minorités visibles doivent apprendre à travailler et à aller de l'avant pour éviter de se faire ronger de l'intérieur. Car la discrimination, c'est aussi une souffrance. Et lorsque vous êtes face à vos enfants, qui eux naissent, grandissent ici, très petits, ils ne le sentent pas. Comment ils vivent l'évolution face aux premiers clichés? Nous, on leur a toujours expliqué, quand la question s'est posée, que une couleur de peau ne fait pas de toi une personne inférieure, différente, parce qu'on est de toute façon de base tous différents. De personnes asiatiques ne sont pas forcément de la même région, parce que des fois aussi on a ces clichés-là de penser que tous les Asiatiques typiquement sont chinois, alors que pas du tout, ou quand on parle des personnes noires, de dire les Africains, alors que l'Afrique étant un continent, il y a différents pays. Donc nous, on essaye de leur apprendre tout cela, et puis surtout, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que si il y a discrimination, si tu subis un acte raciste, si on te fait une remarque raciste, tu viens nous en parler, tu viens nous le dire. Si tu es à l'école, tu en parles à ton professeur, et bien sûr à la maison tu rentres, et nous en fait aussi on prendra la mesure de ce qui s'est passé, et on ira aussi te soutenir, parce que moi je trouve que ça aussi c'est très très important, de soutenir les enfants quand ils sentent ou qu'ils disent qu'ils subissent une discrimination. Je
chose que peut-être petite, c'est pas tous les enfants de ma génération qui ont pu avoir ce soutien, parce que souvent, des fois, les parents peut-être ne parlaient pas français et donc ne savaient pas comment aller vers le professeur, ou tout simplement n'osaient pas, parce que justement, encore cette idée de ne pas faire de vagues. Donc voilà. Donc nous, c'est vraiment, on les élève vraiment avec l'idée que tout le monde est différent et tout le monde a de la valeur, et surtout la couleur de peau, les origines d'une personne, l'orientation même sexuelle d'une personne n'en fait pas une personne qui vaut moins que toi, ou toi tu ne vaux pas moins qu'elle, en fait, tout simplement. Tout le monde est différent et la différence, ça fait partie de notre richesse. Aujourd'hui, conseillère municipale, vous connaissez peut-être avec un autre regard votre commune parce qu'elle est beaucoup plus intéressée. S'il y a une préoccupation personnelle que vous avez pour votre commune, c'est laquelle aujourd'hui en tant que conseillère municipale? C'est les jeunes. C'est les jeunes, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et avec eux pour que, en fait, il y ait une cohésion. On parle souvent de la cohésion sociale, mais vraiment cette espèce de cohésion entre les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes encore, parce que voilà, c'est toujours le problème où les jeunes se sentent toujours déconnectés des adultes, les adultes ne comprennent pas les jeunes, et en fait, souvent on n'arrive pas à faire des choses avec eux. Eh bien, puisque vous mettez le pied sur l'étrier, les jeunes, j'aimerais que vous regardiez droit votre caméra. Et quel est le message que vous voulez lancer à ces jeunes qu'on croit déconnectés de la société alors qu'ils font partie de la société? J'ai envie de leur dire à ces jeunes, vous êtes dans une commune, vous avez des conseillères et conseillers municipaux, venez les voir pour leur dire ce dont vous avez besoin. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas deviner, on sent que vous avez des besoins, on ne sait pas encore lesquels, alors n'hésitez pas à venir nous voir. Bien sûr, venez le voir, vos conseillères municipales et conseillers municipaux, mais à eux, à elles et eux aussi d'aller vers le jeune, tâter du doigt leur réalité dans leur maison de jeunes, dans leur terrain de basket, de foot et consorts, pour mieux sympathiser et échanger sur les choses qui les intéressent. Voilà. En substance, c'est que moi, je lance comme message aux décideurs politiques, puisque vous êtes deux ici. Et c'est tout un plaisir pour moi d'avoir partagé ce moment et cette expérience de conseillère municipale. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'espère aussi. Et le moment venu, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour proposer une autre émission, probablement dans votre commune. Merci. Nous vous remercions infiniment de nous avoir écoutés. Merci de votre attention, de ce temps que vous accordez à soutenir notre projet Cookies Afro Eco TV. Et nous espérons que nous répondrons à vos interrogations et ne manquez pas à nous envoyer vos suggestions pour l'avenir. Merci et bonne journée.